Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une stand-upeuse au style vraiment unique. Je reçois Maud Landry. Comment ça va? Allô, comment ça va, Régis? Ça va super bien. Moi, dès que je parle avec des humoristes québécois, je suis ravi. Malgré un mal de dos aujourd'hui. Ben oui, je te souhaite de te rétablir. Ça, c'est pas cool d'avoir mal au dos, hein. L'ostéo avait dit que j'aurais plus mal aujourd'hui, mais... Menteur! C'est ça. On va le dénoncer dans ce podcast. Comment est-ce que toi, t'as vécu toute cette période de confinement, puis reprise de la scène, puis reconfinement? Comment est-ce que t'as vécu tout ça? Ça m'a fait réaliser à quel point j'étais une bébite d'attention. Je réalisais pas que c'était pas une dépendance, mais c'est une drogue, l'adrénaline de scène à laquelle j'étais habituée. Si bien que même si je me surmenais puis je faisais des shows tous les soirs, ben le choc de plus avoir rien du tout, ça m'a fait un peu remettre en question à savoir, mais je suis qui, moi? Je suis qui sans cette approbation-là, sans ce regard-là? Il a fallu que je réapprenne à vivre avec ma propre vision de moi-même. J'étais mon propre spectateur puisque j'étais seule avec moi-même. Donc, ça a été purgatoire et en bout de ligne, ça a été très sain pour moi de faire ça. Ça a fait comme... ça m'a forcé à faire une thérapie dont j'avais besoin, que je savais pas que j'avais besoin. Puis, je pense que le retour sur scène a vraiment fait du bien, là. J'ai fait chaque show comme si c'était mon dernier, puis comme de fait, ça a été mes derniers avant un moment. Mais c'est vrai que ça m'a mis en paix avec... j'ai arrêté de me plaindre pour rien. Je trouve que je me plaignais beaucoup pour des petits détails. Je devenais, sans dire diva, mais des fois, j'accrochais sur des choses qu'on s'en fout, merde, on fait rire des gens, on s'en fout. Les conditions du spectacle, on dirait que ça a remis en perspective la chance qu'on avait de faire des spectacles. On s'habitue vite à un petit luxe de scène une fois qu'on commence à avoir des bonnes conditions et tout. Quand on revient sur des conditions plus difficiles, on est perdu. L'inverse est vrai aussi quand tu viens de scènes horribles. Des fois, tu arrives quelque part et on te dit est-ce que vous êtes correct? Est-ce que c'est bien fait? Il y a un public et des gens qui m'écoutent. Il y a une lumière, une scène. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah, exactement. Est-ce que toi, tu penses que ça t'a fait du bien au niveau de ton stand-up, ce confinement, de te remettre en question et tout ça, comme tu disais? Je dirais un mélange des deux parce que il y a des blagues, ça fonctionnera plus, puis je sais parce que les circonstances ont changé, le monde d'avant n'est plus. C'est ça, il y a des blagues que c'est même pas de mauvaise foi que je me dis non, ça marchera pas parce que on a plus la même perspective des choses, on chiale plus des mêmes affaires. Cette blague-là a plus son sens aujourd'hui parce qu'on se colle plus comme avant. J'avais une blague sur les becs, sur les joues. Ça m'a fait écrire du nouveau matériel que aujourd'hui j'aime plus que tout mon matériel d'avant. J'ai une nouvelle façon, pas une nouvelle façon d'écrire, mais on dirait, j'imagine que c'est ça pour beaucoup d'humoristes disent ça, j'aime mieux mon nouveau matériel que mon ancien. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de nouveau parce que c'est notre nouveau bébé, c'est comme la nouvelle chanson qu'on écoute puis qu'on aime, puis là on est un peu tanné des anciennes chansons. Mais je pense que c'est, tu sais, tout le monde le dit, mais tout le monde est dans le même bateau. Le fait que je suis pas la seule à avoir eu un moment de pause comme ça, tu sais, j'avais peur d'être rouillée, là, d'avoir oublié comment jouer, puis j'ai encore peur un peu, c'est-à-dire que je vais falloir que je réapprenne tout ça et que je me remette c'est comme faire du vélo, mais quand même du vélo chambranlant, là. Mon vélo, ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. Donc, mais au moins que tout le monde est comme ça me rassure, je suis en paix avec ça. Tout le monde va être à chier. Puis le public aussi, il va être à chier quand ça va revenir parce que eux aussi sont plus habitués d'être en spectacle, de voir des spectacles. Pendant la période où tu as pu reprendre les scènes, tu as dû jouer à distance, public réduit, les masques, tout ça. Comment est-ce que tu as vécu ça, de devoir t'adapter à ce point-là, à part le fait que ça t'a permis de te rendre compte de la chance que tu avais avant tout ça? Est-ce que tu vivais bien de le faire à distance, par exemple? C'était mieux que rien. Mais c'est sûr qu'on se mentira pas, la chaleur est plus comme avant parce que à la base notre métier là, on le réalisait pas mais c'était vraiment contagieux le rire. Et puis c'est le moins COVID free là, c'est la chose qui répand le plus la COVID, c'est ce que notre métier imposait, c'est-à-dire que des gens soient pris dans une salle les uns contre les autres et se respirent les uns sur les autres en faisant ha 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 parce que ça fait rire puis c'est la chose qu'il faut pas faire puis qu'on se donne des verres de bière là que les gens ont touché avec leurs doigts, puis on met ça dans notre bouche. C'est vraiment pas hygiénique. Je me fais réaliser que ça viendra plus jamais comme avant. Je veux dire, ça va changer. On va pas... ça va changer, mais il va falloir
apprécier les nouvelles façons de faire. Bah c'est bien, tu restes positive en tout cas. Ah, il faut, hein. La résilience. En septembre, j'avais vu que tu devais faire tes premiers pas en tant qu'animatrice. Tu devais faire la 3e saison de Le Sens du Punch. Où ça en est ce projet-là? On a tourné déjà 6 épisodes, je crois. Non, 6 ou 9. Ouais, 9 épisodes. On a tourné aux îles de la Madeleine juste avant qu'on devienne en zone rouge. Là-bas, il disait, il y en a pas de COVID ici parce que c'était tellement grand, c'est le bord de mer que c'était pas arrivé là-bas. On a tourné, c'était fantastique, vraiment. J'ai fait du bateau. J'ai adoré ça. Je me suis découvert un plaisir à faire des entrevues. Mais en fait, j'ai toujours aimé me faire des amis, poser des questions à des gens, mais je m'intéresse vraiment, comme toi tu fais en ce moment, là, t'es curieux de l'humour, c'est ta passion, t'adores ça. Donc, j'avais l'impression d'être vraiment payée à faire ce que j'aimais faire, ce que j'aurais fait de toute façon. J'aurais fait ça si j'avais pas été payée, parler d'humour, puis poser des questions, puis m'amuser. Donc, ben oui, c'était vraiment amusant. Sinon, on a fait Nouveau-Brunswick, et puis là, on était censé faire des tournages à Montréal, mais ça sera pas possible en ce moment à cause de la zone rouge. Surtout les spectacles, évidemment. Là, on doit avoir, à chaque épisode, on doit avoir un extrait de stand-up avec l'humoriste dans lequel on le voit performer. Puis on a une entrevue après le show. Mais là, ça va être remis à janvier, puis peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment un tournage fantastique avec une équipe que j'adore. Hilarante. Leur accent est charmant. Et est-ce que tu trouvais que tu étais une bonne animatrice? Parce que je m'en suis rendu compte avec le podcast, poser des questions, tout ça, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est vrai que ça a l'air... Tu réalises comment ça a l'air facile, les gens qui le font bien à la télé. Je pense que... Je dirais pas que je suis rendue bonne, mais j'ai compris des choses que j'essaie de mettre en application. J'imagine que je vais m'améliorer. Je vais devenir de plus en plus bonne, je l'espère. C'est ce que je veux. Mais j'essaie d'avoir une bonne écoute, une bonne patience, puis aussi d'être capable de... C'est pas parce que tu as cette question-là qu'il faut que tu la poses tout de suite après ça. Ça m'est arrivé d'avoir spontanément des questions qui étaient pas dans mes questions, mais qui allaient bien dans le sens de faut que ça coule de source puis que ça a l'air d'une conversation. C'est vrai que des fois, tu as envie de réagir, mais tu te dis, j'ai encore toutes ces questions-là, mais tu dois les garder en tête pour les poser, mais en même temps, c'est intéressant, tu veux aller sur ce que la personne vient de dire, mais tu te gardes en tête quand même, mais j'ai ma question quand même après qui arrive, et justement, la voici. Oui. Il y a un autre projet que je voulais parler avec toi, c'est, t'as le rôle principal dans une série qui s'appelle Le Roi de la Molle. Oui. Où ça en est? C'est en stand-by. J'espère vraiment que ça va continuer parce que j'adore la prémisse. Je sais pas si tu l'avais lu dans le mot, mais moi, ça... J'ai vu la bande-annonce que je trouvais vraiment fun. Ah, merci. Déjà, l'idée de départ est fun. Je sais pas si tu veux peut-être expliquer pour ceux qui écouteront. Bien sûr, c'est une histoire de lutte dans un univers dans lequel la lutte serait le sport national. Nous, ici, c'est le hockey. Je pense qu'en France, c'est le foot, le soccer. Mais moi, en Belgique aussi, pour moi. En Belgique aussi? Ouais, mais je pense qu'au Brésil aussi, il y a beaucoup de pays qui sont pro-foot. Petite précision pour les Français et les Belges qui écouteront, quand tu dis la lutte, c'est le catch. Oui, pas la lutte gréco-romaine, oui. Non, mais parce que nous, quand on entend la lutte, on voit lutte gréco-romaine et on se dire, mais la lutte, sur la lutte, un film complet. Alors que sur le catch, tout de suite, il y a plus à faire, je pense. Ben oui, c'est vraiment pas le même costume, puis non, la lutte, on sait que c'est arrangé, hein, c'est arrangé, c'est plus, c'est une game d'impro, je pense, c'est un peu ça, une game d'impro préparée dans lequel on a un gagnant, il y a une petite chorégraphie. Puis ça reste très dangereux comme sport quand on y pense. Ça a beau être bien préparé, il y a des gens qui se blessent gravement. Il y a eu des décès même. Oui, vraiment. Puis c'est ça, l'histoire en gros, c'est ça, c'est que c'est le sport national. Puis comme nous, c'est le hockey d'habitude, là, au lieu d'être des gens qui jouent dans la rue au hockey avec un but de hockey puis des balles, c'est des gens qui font de la lutte dans la ruelle. Puis c'est ça, mon personnage est une femme qui essaie d'entrer dans un milieu d'hommes, mais qui se fait rejeter un peu féministe, un peu entêtée, puis qui a pas encore trouvé son personnage de lutte. Et là, c'est un peu la quête de ce personnage-là, avec Pierre Brassard qui joue un vétéran de la lutte caché dans le comment dire? Dans le corps c'est un glacier, c'est ça? Ouais, un gérant d'une crèmerie, de la crème glacée. Donc, je souhaite que ça continue. Vraiment, on a le pilote, mais il faut du financement pour faire d'autres épisodes, évidemment. Eh ben, justement, le podcast est fait pour ça. On est écouté par plein de gens très influents qui peuvent financer ça. J'ai vu la bande-annonce, franchement, je trouvais ça vraiment drôle. Il y a déjà des bonnes blagues, le visuel
visuel est beau. Ça donnait envie. Je me suis dit, où sont les épisodes? Ah, il n'y a pas d'épisode. Ah, non! Ah, vous, hein? Oui, c'est ça. C'est le Covid, tout est en pause, mais ça va être bien après. Le après va être sympa. Je pense que oui. J'espère que, j'ose croire là, que la santé mentale de beaucoup de gens s'est améliorée depuis. Je sais pas si c'est ton cas. Il y en a pour qui ça a dérapé, mais des fois, il y a comme après, faut tomber, faut atteindre le fond, parfois pour se relever puis renaître de ses cendres comme un phénix. Puis on dirait, je suis positive que l'après-Covid va être vraiment génial, puis les gens vont être woke, puis vraiment respectueux, je pense. Ouais, je pense aussi, mais je pense qu'on va surtout se rendre compte, comme tu disais avec la scène, mais même en général, de la chance qu'on avait avant, de tout ce qu'on pouvait faire, comment c'était bien en fait, de le monde, la vie, tout ça. Oui, la santé, c'est malade. Ah oui. Mais dans le podcast, tu le sais, j'aime remonter le temps. Donc, j'aimerais bien savoir, toi, quand tu étais petite, comment est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais déjà une petite comique ou pas vraiment? J'étais une petite surdouée. J'étais vraiment très, très studieuse à l'école. J'étais très curieuse. J'avais beaucoup d'intérêts différents. J'étais très sociable, mais quand même timide. Mais j'étais pas le clown de la classe. En fait, je me tenais en arrière puis j'imaginais des histoires. J'écrivais dans mon coin. Je lisais beaucoup. J'étais toujours à la bibliothèque. J'avais 2 grands frères, donc j'étais un peu garçonne, dans le sens où j'essayais toujours de les faire rire ou d'avoir leur approbation de mes grands frères. Donc, c'est peut-être là qu'est né mon côté humoristique. C'était pour plaire à mes frères. C'était pour... c'est ça. C'était pour avoir une connexion avec... C'était comme ça que je me faisais des amis, c'est en les faisant rire. C'était une petite Lisa Simpson, je pense. Mais plus drôle, quand même, parce que t'aimais faire rire. Moi, Lisa, moins drôle. Est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télé, tout ça? Oui, j'étais... En fait, c'est ça, je consommais énormément d'humour. La petite vie qui est culturelle au Québec. Mon père m'a montré La Chèvre, le film de Gérard Depardieu, qui était le même réalisateur que Dîner de con, mais moi j'ai grandi avec La Chèvre. Ça me faisait beaucoup rire. Ça, c'était très burlesque, très con. Quoi, les Simpsons, South Park, j'étais trop jeune pour l'écouter, mais je l'écoutais en cachette. Tout de Marc Labrèche, j'ai tout écouté ça. Bruno Blanchet aussi. Et Sol, Marc Favreau. Ça, les gobelets, je sais pas si ça dit quelque chose. Non, ça je connais pas. C'est en noir et blanc, mais ça jouait à la télé. Je sais pas si c'est à cause de YouTube puis ma génération qui a accès à plus de choses du passé, mais j'étais pas de mon temps, je dirais. J'avais des intérêts culturels très vieux. J'étais un peu grand-maman déjà enfant. J'aimais les vieilles choses. Mais est-ce que des humoristes sur scène en mode stand-up, t'aimais ça? Oui, ça, c'est arrivé plus à l'adolescence. Martin Petit, tous les grands du Québec, je les écoutais, puis j'avais ce rêve-là caché en arrière de la tête de faire de la scène. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très puissant, quelque chose de validant, d'être tout seul sur scène puis de faire un spectacle. Sans le musicien, sans rien, t'es tout seul contre tout le monde. Ensuite, j'ai commencé à écouter beaucoup de Britanniques, les Monty Pythons. Mon préféré, c'est Dylan Moran. Je sais pas si... Ah oui. Je l'adore. Je connais par cœur tous les Black Books, qui est une vieille série qui a fait une sitcom dans les années 90, qui se passe dans une bibliothèque. Je dirais que c'est là que j'ai trouvé le style d'humour qui venait le plus me chercher. À l'adolescence, tu commences le théâtre, tu commences l'impro. Qu'est-ce qui t'attirait dans le théâtre et dans l'impro? Je vais le dire encore, mais c'était me faire des amis. Je comprends ça. Le théâtre, j'aimais ça. Parce que j'aimais toutes les matières à l'école, j'adorais aller à l'école, mais faire rire là, le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai fait une comédie au théâtre puis la foule qui rit, c'est vraiment cette impression-là quand j'entends le public rire à cause de quelque chose que j'ai dit. C'est le même sentiment que une demande en amitié quand t'es enfant. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un veux-tu être mon ami, mais c'est comme se faire demander si on veut être mon ami, c'est une connexion humaine que je trouvais vraiment puissante de la scène aux spectateurs. Puis l'impro, c'est aussi ça a été vraiment c'est là que j'ai fait c'est vraiment l'humour que je veux faire. Parce que le théâtre, je trouve ça beau d'être ému par un personnage qui est triste ou qui fait sécréter qui fait ressentir d'autres émotions. Mais le rire était tellement quelque chose de dur à trouver que j'aimais cette difficulté-là, ce défi-là à relever. Ok, mais j'avais même entendu dans un podcast que t'expliquais que comme t'étais quelqu'un d'intelligente, qui retient bien les informations et tout, on te donnait souvent les rôles principaux
Ah oui. Et toi, tu voulais juste le petit rôle drôle, mais pas le rôle principal, alors que généralement, on se dit, ben moi, je veux le rôle principal. Toi, tu voulais plus faire rire qu'être le centre de l'attention, au final. Oui, puis je sais pas si c'est parce que j'étais intelligente, parce que moi, tant qu'à moi, il y a plein de sortes d'intelligence, puis j'avais pas nécessairement toutes les intelligences. J'avais pas l'intelligence spatiale ou sportive, j'étais très maladroite, mais mémoire des textes, je connaissais les textes de tout le monde. Oui, exact. Je voulais juste préciser que je sais pas assez de choses, selon moi, là. Mais oui, j'avais toujours le rôle plate. On me donnait le rôle principal qui avait pas de blague, puis je trouvais ça... ouais, je trouvais que c'est jamais toi la vedette du spectacle. En fait, on se souvient pas vraiment du personnage principal parce que c'est les comic relief qui étaient le plus attachants. Et en impro, t'étais quel type de joueuse? Je dirais, on m'avait dit plusieurs fois, force tranquille. Je punchais, mais j'intervenais. J'aimais beaucoup, je construisais plus ou moins des histoires, mais j'intervenais pour apporter quelque chose, un conflit ou quelque chose de drôle. Mais je punchais beaucoup, mais j'étais pas très bonne pour construire les histoires. Donc, je dirais, ouais, une force tranquille. Et si on devait te donner une catégorie, ta catégorie préférée? Dur à dire parce que j'aime beaucoup la toaster. Je sais pas si tu connais la toaster. Oui. C'est vraiment, tu sais, là tu sors pas une connerie, une connerie. Sinon, j'aimais beaucoup conférences de presse. Ah, je vois pas ça. C'est comme une solo, en fait. Un joueur qui vient faire une conférence de presse. Ça peut être sur n'importe quel sujet. C'est pour ou contre quelque chose. Ça peut être une conférence de presse sur les punaises de lit. Et là, tu viens comme si tu faisais un discours, il y a un lutrin. Et puis, les gens de l'autre équipe se mettent dans la salle avec le public et posent des questions. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très... On invite le public à être avec nous. C'est vraiment, vraiment drôle. Ah, j'ai jamais fait celle-là. Prochaine fois que j'arbitre, je donne cette catégorie-là. Elle est fun. Ah, je t'en montrerai. En tout cas, je t'enverrai un lien si tu veux des règlements quelque part, c'est écrit. Ah ouais, je veux bien. Moi, j'adorerais, c'était les exercices de style, par exemple. Tu vas faire la même impro? Avec plusieurs styles derrière, oui, c'est génial parce que si la première, elle est pas terrible, il y a moyen de rattraper derrière avec plein de sortes différentes. Puis tu fais un callback, tu peux le refaire, mais à une autre manière, mettons, à la manière d'un film d'horreur. C'est la même intervention, mais tu changes de style. Ah, c'est cool! Si t'avais dû recevoir une faute en impro, t'aurais été laquelle? Cabotinage. Bienvenue dans la bande du cabotinage. Mais ça, c'est juste l'envie de faire rire. Exact. Pas de la rudesse, c'est juste que tu fais « Oh, mais ça serait drôle si je disais cette connerie-là. » Mais ça amène rien à l'impro. Oui. Quand je reçois cette faute-là, je dis « Je suis désolé » et en même temps, il y a une partie de moi qui fait « Ouais, pas tellement. » En fait, pas tellement désolé. Il fallait la faire, c'était parfait. Toutes les conditions étaient réunies pour que cette blague fonctionne. Je la fais. Exact. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive encore de faire de l'impro? J'en ai pas fait depuis longtemps. En fait, quand j'ai commencé à faire beaucoup de spectacles, avec la chance que j'avais des shows au moins 3 fois semaine. Donc, mes lundis, mardis et mercredis, il y avait toujours un spectacle où j'allais tester du matériel. Donc, j'avais plus le temps de m'impliquer dans une ligue. Puis moi, je trouvais ça important quand on faisait partie d'une ligue d'impro, de pas être la personne qui peut jamais être là ou qui peut pas aider ou qui peut pas contribuer. Je voulais être là à 100% ou rien. Donc, j'ai mis ça de côté. Puis malgré moi, j'ai réalisé que plus je faisais du stand-up, je réalisais que c'était comme si je refaisais toujours mon impro solo. Tu sais, si t'avais la chance t'as un long caucus, là, puis tu peux la faire ton impro, puis là, après ça, tu peux aller la faire dans un autre bar, puis ton impro solo va s'améliorer. C'est un monologue, c'est sûr que c'est des blagues, mais il y avait cette impression-là qui remplaçait bien ce que j'aimais de l'impro, mais j'ai continué d'aller en voir parce que c'est pas pareil. Je ris plus dans un spectacle d'impro que dans un spectacle d'humour parce que la spontanéité est plus vivant comme spectacle. Ouais, je comprends. Ensuite, t'as étudié en communication et cinéma au Vieux-Montréal. Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans? J'ai longtemps voulu être réalisatrice et /scénariste. Je voulais écrire mon film et le réaliser. Puis je voulais diriger les acteurs. J'avais un côté en moi qui voulait l'idée. Mais j'ai réalisé avec le temps, j'adore le cinéma, la culture cinématographique, le storytelling en général, tout ce qui est raconter une histoire me fascine. Puis le cinéma, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai vu premièrement que c'était très dur de percer en cinéma, puis que aussi ce que je trouve dur, puis je félicite les gens de travailler en cinéma parce que ça prend une grande résilience parce que tu fais ton film, puis là c'est des longues heures de travail, des journées, des mois de travail acharné. Sans résultat. Le résultat, il va être à la fin. Ou vraiment à la fin, quand on va voir ton film. Tandis qu'en humour, t'as la réponse immédiate. C'est comme, ça rebondit. T'as du plaisir à chaque soir, puis tu travailles à chaque soir. Et il y a ça. Puis, je suis pas vraiment une bonne leader.
J'ai réalisé que je travaillais bien quand même seule ou en équipe, mais moi, diriger des gens, j'ai pas assez d'autorité. Je m'affirme pas assez dans la vie pour dire à quelqu'un, fais ça. Ça va faire, peux-tu faire ça, s'il te plaît, si tu veux? Tu sais, je pourrais pas diriger une équipe finalement. Je l'ai essayé, puis je pense que je suis plus derrière, vraiment pas la leader. Je vais écrire des textes, mais je vais pas diriger des acteurs. Moi, je suis un peu comme toi aussi. Excusez-moi, vous voulez bien faire Non? Ok, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Comme vous voulez. Bon, je vais rester là à écrire à côté si ça vous embête pas. Parce que j'imagine, toi aussi, tu dois avoir peur que les gens se fâchent contre toi, qu'ils soient en colère contre toi ou qu'ils te désapprouvent, là. Ah. Mais moi, je déteste demander des choses à quelqu'un. Par exemple, ici, je te dis, je me suis coincé le dos et je dois demander à ma copine des trucs genre, est-ce que tu peux déplacer ça, prendre ça pour moi? Et je déteste ça parce que j'ai l'impression de la déranger. Oui, ça te fait plus chier que d'avoir mal au dos. C'est ça. Je vais limite essayer de me baisser, me faire encore plus mal et après me dire, je vais quand même lui demander. Donc j'ai mal, mais en plus je dois lui demander. Et donc en parallèle à ça, tu commences les cours du soir à l'école nationale de l'humour. Pourquoi les cours du soir et pas l'école complète? Je suppose qu'on t'a déjà souvent posé la question. Désolé si on te la pose trop souvent. Non, on m'a pas demandé pourquoi en fait. On m'a demandé, on me l'a pas formulé comme ça. C'est une bonne question. Ben parce que j'étais déjà en train d'étudier ailleurs, puis c'était un peu pour essayer avant, voir si j'aime ça, je vais m'essayer pour l'année complète. Ça m'engageait à moins de faire les cours de soir parce que c'est 12 soirs, une session, tant d'heures, tant de devoirs à faire, puis à la fin, il n'y a pas de diplôme ou c'est juste acquis de l'expérience. C'est vraiment de la formation que je voulais suivre. Ouais. Mais c'est ce qu'ils appellent les cours récréatifs, c'est ça? Oui, les cours ateliers préparatoires. Je pense que c'est ça, cours récréatifs. Puis, il y a plusieurs types de cours que tu peux suivre pendant ces 14 semaines. C'est lequel que tu as suivi, toi, du coup? J'ai fait écriture 1, parce qu'il y en avait 2. J'ai fait création humoristique, qui était un peu de l'impro, c'était présenté un genre de sketch en groupe. J'ai fait présentation de numéros. Ça, à la fin, c'est là que j'ai eu ma première fois sur scène en tant que stand-up. C'était à chier, mais on commence quelque part. Puis j'ai fait écriture télé et sitcom. Ça, j'ai adoré ça. Est-ce que tu recommandes, du coup? Ouais, je le recommande. Absolument. Ça vaut la peine. Juste que ce soit, si ça te trotte dans la tête de faire de l'humour, d'écrire des jokes, que t'aimes les jokes, je te le recommande fortement parce que c'est là que tu vas te trouver ou c'est là que tu vas réaliser si t'aimes ça ou pas, en fait. Vraiment, ça va répondre à ta question si t'es pas certain. Je me tâte parce que j'ai vu les cours qui se faisaient à distance, du coup, pendant cette période d'hiver. Mais du coup, c'est à 1h du matin pour moi, mais c'est envisageable. Sérieux? Du coup, je sais pas si je suis les cours ou si j'économise et je fais l'école complète, en fait. Ça viendrait dire que tu viendrais emménager au Québec? Ouais. Wow! En fait, depuis genre 2012, je crois que je dois avoir le site de l'École nationale de l'humour dans mes favoris sur mon ordinateur. Je te dis, fais-le. Moi, je te dis, je suis pas mal certaine que tu vas être pris, ne serait-ce que parce que t'es un comedy geek puis que tu t'en connais beaucoup déjà. T'arrives pas en faisant « je sais c'est quoi l'humour » puis tu le sais vraiment, tu sais. Puis si c'est une passion, moi je te dis, fais-le, là. Tu vas le regretter dans 15 ans si t'as pas fait ça, là. Vraiment. Ben voilà, c'est pour ça que je pose la question à chaque fois. À chaque humoriste, je le pose, comme ça à chaque fois je me rajoute un truc de... Tu veux un autre coup de pied dans le cul, là. C'est ça. On revient à toi parce que mes problèmes, c'est pour moi. Mais c'est du coup via l'école que tu fais ta première scène d'humour. Est-ce que c'est à cette scène-là qu'il y a Franck Grenier qui te repère ou pas? Oui, t'as fait tes recherches, c'est exactement ça. Ah mais en fait quand je prépare un épisode, je regarde quasiment tout ce qu'il y a, j'écoute les podcasts et en fait les Québécois vous faites trop de podcasts donc j'ai trop de choses à écouter. Ça fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de podcasts. Moi, je les ai pas réécoutés. Vraiment là. Hey, wow. Du coup, il y a Franck Grenier qui te voit sur scène la première fois que tu joues et lui il te propose son atelier, c'est ça? Il me propose en premier de faire les shows Humour GHB qui étaient à l'époque vraiment de l'humour noir, sombre. C'est là qu'on avait le droit de parler de mort, d'enfants disparus, de cancer, de viol, de toutes sortes de blagues vraiment sombres. C'est là qu'on avait le droit de les faire. C'était un peu un street soirée d'humour underground qu'on appelle. Et puis là, il m'a fait confiance. Puis moi, j'ai dit, j'ai 4 minutes, puis il y a rien de trash dans ces 4 minutes-là. Il a dit, oui, mais je suis sûr que tu vas réussir. Puis il m'a donné des chances il m'a cru en moi plus que moi-même je croyais en moi. Puis ça, je vais toujours lui être reconnaissante parce que si c'était pas de lui, probablement j'aurais fait
ah non, j'attends qu'on me dise que je suis bonne, je le ferai pas. J'avais pas nécessairement l'envie de mordre là-dedans. Puis il m'a vraiment donné la piqûre. Si c'était pas de lui, j'aurais pas fait autant de. Il m'a fait, comment on dit, faire les dents là. Il m'a endurci beaucoup. Puis il a jamais essayé de m'agresser, ce qui a été très rare après. Je m'ai jamais fait d'avance sur moi. C'est juste un ami, un gars qui est passionné d'humour puis de nouveautés. Ensuite, j'ai fait ses ateliers de soir. Je suis même par après devenue une invitée dans ses professeurs / je donnais un cours où je venais voir ses élèves qui étaient fabuleux. C'est vraiment beau à voir. Je pense que c'est le genre de choses que je veux perpétuer aussi pour les nouveaux humoristes qui arrivent, parce que si j'ai eu cette chance-là, je veux que les autres l'aient aussi. Qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté dans ton stand-up, l'atelier ou les conseils de Franck? Comment ça t'a fait évoluer? Bonne question. De plein de façons, en fait, ça m'a donné des difficultés. Parce que quand tu fais toujours la même chose puis que ça devient facile, là, tu t'assois sur tes lauriers, puis là, tu penses que c'est bon ce que tu fais. Mais si tu vas pas plus loin, puis si tu sors pas de ta zone de confort, t'évolueras jamais. Donc, c'est plate, là, mais pour avoir du fun, il faut que tu te fasses chier. Donc, il fallait que je fasse des concepts que j'avais jamais fait, que j'essaie un nouveau sujet. Mais oui, mais j'aime pas ça parler de ça. Oui, mais parle de ça. T'as jamais parlé de ça. Il faut que tu le fasses. Juste, ne serait-ce que pour étaler c'est les cordes de son arc et avoir plus de talent. C'est comme pour écrire, il faut que tu lises des livres. Il m'encourageait à consommer plus d'humour, à travailler avec en équipe. Ça, c'est bon de travailler en équipe avec plusieurs personnes. Le brainstorm, ça m'a donné des numéros que j'ai trouvé vraiment meilleurs que si je l'avais écrit tout seul. On rebondit des idées sur le cerveau d'une autre personne. Puis encore une fois, ça m'a donné beaucoup d'amis. Là. J'ai rencontré vraiment des personnes extraordinaires qui avaient la même passion ou la même folie que moi, de faire rire une foule sans arrêt, de se péter la gueule, puis de se faire mal, puis de revenir le soir d'après. Même si la veille, ça avait pas ri du tout. On recommence, on réessaye. Ouais, plein de choses. Et est-ce que ça t'a pris longtemps pour trouver ton personnage sur scène? Parce que j'avais entendu que les premières scènes, tu disais que tu jouais à l'humoriste. Je crois que je l'ai fait aussi essayer de faire « Public, est-ce que ça va bien? » Comment t'as fait pour trouver ton personnage, toi? Au début, ça a été quand j'ai réalisé que ça sert à rien d'essayer d'être cool, parce que y a rien de moins cool que quelqu'un qui essaie d'être cool. Et j'ai jamais été cool, moi, je suis pas cool. Puis plus j'assumais de pas être cool, plus les gens faisaient « Hey, c'est cool que tu fais », tu sais. Mais je pense encore à ce jour que j'ai pas fini de trouver mon personnage. Je le trouve à chaque fois de plus en plus. Puis ce qui est beau de ce métier-là, c'est que t'arrêtes jamais d'apprendre, t'arrêtes jamais d'évoluer. Puis je vais continuer ce personnage-là, ce qu'on appelle un personnage, mais moi je trouve que c'est là que je suis le plus moi-même sur scène. Là. C'est le personnage, on dirait qu'il est dans la vie, mais sur scène, je suis vraiment moi-même. Il arrêtera jamais d'évoluer. Il va changer au fil de ma vie, au fil du temps. Donc tu le trouves, mais il se raffine, il se peaufine avec le temps, puis il va jamais arrêter de se peaufiner. Je pense que c'est comme ça que ça s'est développé. D'être vraiment true to yourself, là, il dit c'est con, mais être authentique, c'est vrai que ça aide, parce que c'est dur d'être quelqu'un d'autre. C'est un beau conseil. C'est pas évident d'arriver à être soi-même. Surtout quand tu sais pas t'es qui. C'est tout un questionnement qui prend du temps, donc c'est normal, comme tu dis, que ça évolue au fur et à mesure. Et tes parents, comment ils réagissaient au fait que tu fasses de l'humour? Au début, avec plein de sincérité, ils croyaient pas. Ils croyaient pas en mon avenir humoristique, mais c'est pas leur faute, c'est parce que moi, j'étais en plein dedans. Tu sais, je connaissais le milieu, les bars. J'étais vraiment, c'est ça qui m'avait allumé. Je voyais quelque chose de très intellectuel derrière ça. Je trouvais que on est les nouveaux philosophes de ce monde. Je trouvais ça fascinant, l'humour. Je trouvais que c'était le métier parfait parce que t'es à la fois le réalisateur, le comédien, l'auteur de ton propre film. Mais eux, voyaient ça comme les 4 humoristes à télé, là. C'était Lise Dion et Martin Petit. Il y en avait quelques-uns. Puis dans leur tête, c'était inadmissible, c'était inconcevable que je sois pas devenu professeur de français ou médecin ou un vrai métier. Pour eux, c'était pas un vrai métier. Quand je parlais des bars, là, ils pensaient que je me tenais avec des danseuses puis des stripteaseuses puis que ils voyaient pas, mettons, ils avaient pas la même vision que moi des choses. Donc pour les rassurer,
j'ai accepté leur conseil. Ils m'ont dit d'aller étudier en traduction à l'Université de Montréal parce que j'étais bonne en français puis en anglais. J'adorais les langues. Donc, j'allais étudier là, mais j'avais une double vie. Là. Le soir, après mes examens, j'allais faire des shows d'humour. Puis là, je me couchais très tard. Le lendemain, j'avais un examen. J'ai beaucoup manqué de sommeil pendant cette période-là de ma vie. Mais ça les a rassurés de savoir que j'avais un autre diplôme concret. Donc, j'ai pas travaillé en traduction après. Là. Mais est-ce que tu l'as fait uniquement pour les rassurer ou en partie ça te rassurait toi aussi d'avoir un peu un plan B ou c'était vraiment juste pour eux? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était pour eux, mais en même temps, je le faisais pour moi enrichir mes notions pour être meilleure en stand-up. C'est mon plan A, c'est l'humour. Puis si j'ai pas réussi en humour, je vais avoir échoué à ma vie. C'était vraiment ça que j'avais derrière la tête. Pour moi, le plan B, c'est pas un plan B, c'est un échec. Ça, c'est le plan B, j'y pensais même pas. C'était plan A, c'était faire de l'humour. Mais je vais quand même finir mes études, puis ça va m'apprendre bien l'anglais, bien le français, ça va me donner des notions intéressantes. Puis aussi, il y a une voix dans ma tête qui me disait, si j'ai des enfants un jour, j'aimerais ça leur dire que maman est allée à l'université. Il y a quelque chose de prestigieux dans juste le fait d'être allé à l'université, même si c'est pas les plus hautes études ou les plus grands accomplissements, là, c'est juste d'étudier, d'être entré dans une classe d'université, ça faisait cool. Mais donc, tu fais tes études, en parallèle, tu dis, tu as une double vie, tu fais les scènes d'humour, mais tu es approché par 2 grosses boîtes d'humour, tu es contacté par Juste pour rire et Faneuf. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à faire un choix entre ces 2 énormes boîtes Bonne question. C'est dur de faire un choix quand t'as jamais fait ça avant. J'avais aucune expérience, j'étais juste la nouvelle humoriste à surveiller parce qu'elle va peut-être devenir bonne à un moment donné. Tu sais, c'était pas... j'avais aucune confiance en moi, aucun talent. J'ai tellement appris depuis ça, là. Je croyais que j'étais bien, mais j'étais pas prête. Je dirais que je suis allée avec mon instinct. J'ai demandé des conseils à des amis dans l'humour, mais je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est écouter mon instinct. Puis mon instinct, ça a été d'aller vers Faneuf parce que j'ai demandé aux 2 boîtes, pourquoi vous voulez dans votre équipe? Puis il y en a un des 2 qui a dit, parce que je pense qu'on va faire beaucoup d'argent ensemble. Et l'autre a dit, parce que j'aime ton écriture. Là, j'ai fait, je pense que j'aime mieux cette réponse-là. Il y avait quelque chose aussi d'humain avec la fille qui m'a approchée, c'est Mylène Nouyen, avec qui je travaille encore aujourd'hui. C'est ma gérante, c'est la meilleure gérante que je pouvais pas avoir. Elle est parfaite, elle comble tous mes besoins. Puis j'avais une meilleure connexion avec elle. Donc c'est vraiment, je pense que pour tout le monde, peu importe le prestige de la boîte, parce que les boîtes étaient prestigieuses à talent égal, puis c'est toutes des belles personnes là-dedans, mais il y avait une meilleure communication avec Faneuf. Ça m'aurait fait rire que tu répondes. Il y en a un qui me disait, je vais avoir beaucoup d'argent, donc j'ai pris lui. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris évidemment beaucoup d'argent. L'argent, ben oui. Après, entre 2015 et 2016, là, t'enchaînes les scènes, t'enchaînes les festivals comme la Relève de l'humour en Abitibi, le ZooFest, le Docteur Mobile ou Aquafest, etc. C'est quoi ta pire scène de ta vie? La pire scène de ma vie, c'était la première partie de Lise Dion. Je devais faire, c'était dans un bar à 21h après DJ, puis les gens avaient dansé sur les tables. Les gens étaient arrachés complètement, premièrement. Deuxième facteur, je faisais 30 minutes, je sais pas pourquoi. Troisième facteur, Lise Dion n'a pas besoin de première partie. Son public ne veut pas personne avant elle. J'avais senti ça ce soir-là et j'ai tout essayé. Puis j'ai déjà fait des cauchemars dans lesquels ça se passe pas bien, mais jamais mes cauchemars ont été aussi pires que ce soir-là. Parce que les gens, ils me disaient « Va-t'en! Va-t'en, on s'en fout! » Puis là, je disais « S'il vous plaît, j'ai 30 minutes à faire. Est-ce que c'est possible de juste... » J'ai tout essayé. J'ai essayé d'être autoritaire. J'ai essayé de leur supplier de m'écouter. J'ai tout essayé. Il y avait rien à faire. On voulait pas de moi sur cette scène-là. J'ai quand même fait mon temps. Et puis, je suis débarquée de scène. Puis Lise, elle m'a dit « Tu vas t'améliorer. » J'étais en colère parce que je suis capable de faire de l'humour. Tu sais, c'était vraiment le public, cette fois-là, là, pour une fois, j'ai jamais dit ça, mais le public était de mauvaise foi. Il voulait pas me laisser une chance. Puis une autre chose qui me fait chier de ce soir-là, c'était à la chute. Et ce soir-là, il y avait une tornade dehors. Donc là, moi, je veux sortir de cette salle parce que cette salle me déteste. Je sors et je vois un abri tempo voler. Il y a une tornade dehors, donc ni dehors ni dedans.
j'étais en sécurité, je me sentais pas bien nulle part ce soir-là. Pire soir de ma vie. Est-ce que t'es sûr que c'est pas vraiment un cauchemar que t'as fait? Ça ressemblait à un cauchemar, sérieux. Mais vraiment? Des gens qui t'ont dit va-t'en? Oui. Ah, la violence! Je crois que j'aime vraiment bien poser cette question parce qu'à chaque fois, ça me permet de mettre en perspective ce que j'ai considéré comme des scènes difficiles, en fait. Mais personne m'a jamais demandé de partir. D'ailleurs! Oui, j'ai eu ça. Ah, punaise! Ok. Ça travaille l'ego. Ah, ouais. Une bonne fois. Et par contre, quelle est ta meilleure scène? Ben là, à mon souvenir, c'était mon gala Juste pour rire, mon dernier. J'ai fait un numéro qui m'effrayait parce que c'est très tabou. Je parlais entre autres de l'hiver au Québec et des menstruations. Et puis j'ai très peur de faire ce numéro-là parce que je voulais pas être le cliché. Tu sais, le cliché là, les filles parlent toujours de leurs règles et de leur cycle menstruel, alors que c'est pas vrai. Il y a pas beaucoup de filles qui en parlent. Et puis j'avais un numéro là-dessus que j'avais très peur de faire. Je l'ai fait et j'ai vu des garçons rire aux larmes. J'ai vu les gens se lever après, gros standing ovation, une grosse boule d'amour que j'ai reçue. C'était au gala Juste pour rire l'année dernière. Meilleur show de ma vie, tu sais, il y a une dose d'adrénaline après un spectacle, mais après ce spectacle-là, j'ai pas dormi la nuit. J'étais allumée toute la nuit, là. Ouais. Vraiment l'opposé de la pire, quoi. Exact. Ça, c'était comme un beau rêve, oui. Un peu plus, puis je volais. Je suis sorti de la salle, il y avait un grand soleil. Oui. Après, en 2017, là, j'ai l'impression que ça commence vraiment à être ton année. Tu fais la première partie de Louis T, tu fais la première partie d'Adib Al-Khalidé aussi. Est-ce que c'est fun, les premières parties? Donc apparemment, celle de Lise Dion, non, mais celle-là. Oui, c'est le fun, puis c'est très formateur. C'est pas toujours le fun. Tu sais, Lise Dion, c'était un soir exceptionnel où ça allait mal pour tout le monde, mais les premières parties, c'est très, très formateur parce que c'est pas toi qu'on vient voir. C'est là que tu apprends à te vendre, à faire un bon échantillonnage de ce que tu es capable de faire, qui te représente assez, qui te présente, puis t'as 7 secondes pour avoir le premier rire, pour que les gens ils t'acceptent, puis ils font « Oui, j'accepte de t'écouter en attendant le spectacle que je suis venu voir. » Puis, il y a quelque chose de très... c'est quoi le mot? Il y a pas de mot en français pour ça, mais en anglais, c'est humbling. Ça donne de l'humilité, si on veut. C'est un bon exercice d'humilité parce que c'est ça, on n'est pas là pour toi. Après ça, t'entends... Il y a aussi... Moi, j'apprends beaucoup en écoutant le spectacle de l'humoriste qui est dans sa tournée. Adib, incroyable humoriste. Louis T aussi. Ils ont toutes des choses différentes à m'apprendre, puis j'ai beaucoup appris de chacun de ceux-là de qui j'ai fait les premières parties. Puis aussi, en plus, ça te fait découvrir. Donc, il y a pas de quoi se plaindre, là, parce que tous ces gens-là, parmi ces gens-là, il y en a, même s'il y en a 15 que tu fais rire, ben, ces 15-là, t'as fait ta job en allant les chercher ce soir-là. Ouais, c'est le fun. Est-ce que les humoristes dont tu fais la première partie, t'as des retours, des conseils et tout ça, ou pas spécialement? Oui, absolument. Puis il y en a qui osent pas ou qui, quand ils font hey, j'aurais de quoi dire, mais ils veulent tellement pas t'insulter en donnant un conseil qui peut paraître comme un reproche, mais ça vaut la peine de le dire. Louis T m'a beaucoup appris sur les prémices, sur comment formuler une blague, puis comment rassembler mon matériel, puisque je faisais beaucoup des liners. Puis c'est bien beau les liners, mais des fois c'était tellement décousu, ça faisait casser beaucoup le rythme. C'était dur à suivre, puis ils disaient on te connaît pas, on sait pas t'es qui, commence par ça, puis après ça mets ça là. Tu sais, Louis T, il est Asperger, il est diagnostiqué en plus, là. Je le traite pas d'autiste injustement, là. Et il avait comme il était capable de focusser sur la structure des blagues, ça m'a beaucoup aidé. Adib, ça a été l'abandon sur scène. Il m'a appris à être tellement présent. Adib, c'est un gars conscient, un des gars les plus conscients que je connais. Il est vibrant, là. Son essence sur scène, il est là. Il est pas ailleurs à ce moment-là. Il est là, il vous parle à vous. On vit un moment ensemble. Ça m'a beaucoup appris aussi. Donc, chaque humoriste a son petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu penses, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en humour? Ben, le premier, ça a été un de mes premiers shows au Saint-Cyboire. À l'époque, c'était Saint-Cyboire qui était la place pour commencer. Je m'étais plantée. Puis quand tu parlais tantôt de jouer l'humoriste, ben c'est ça que je faisais ce soir-là. Je me suis plantée. Puis Pascal Cameron, il m'a dit... Puis au début, ça m'a vraiment fait
mal, mais cette phrase-là m'a fait avancer plus que jamais. Pour ceux qui commencent, là, il a dit t'es capable d'être drôle, essaie d'être intéressante. Ça fait mal, là, mais j'étais capable de faire je sais c'est quoi une blague, je sais c'est quoi être drôle, mais il y avait rien d'intéressant dans ce que je faisais. Donc, essaie d'être intéressant. Je dirais ça. Mais il y a tellement de bons conseils que j'ai reçus, notamment si ça te fait rire, fais-le. Si ça te fait pas rire, fais-le pas. Il y a un paquet de conseils qu'on n'arrête jamais de... puis aussi, apprendre à quelqu'un t'aide beaucoup à apprendre. Ça, c'est pour tous les métiers d'enseignement, là. La meilleure façon d'apprendre ta matière, c'est de l'expliquer à quelqu'un. Ouais. Ça aide vraiment aussi. Ouais. OK. Mais oui, c'est un truc que j'ai vu à l'école. Parce que moi, je suis prof d'anglais et néerlandais dans la vie. Ouais! Néerlandais! Ouais. OK, ça ressemble à l'anglais? Le néerlandais, c'est plus proche de l'allemand. En fait, en Belgique, les 3 langues officielles, c'est le français, l'allemand et le néerlandais. Mais les Pays-Bas, ça? Ouais. Mais donc, c'est la deuxième langue la plus parlée en Belgique. Et, enfin, t'as toute la Flandre, qui est le nord du pays, qui parle cette langue-là, et tout le sud, qui s'appelle la Wallonie, qui parle le français. Mais ça ressemble à l'allemand beaucoup? Il y a des mots en commun ou? C'est une langue germanique, donc comme l'anglais et comme l'allemand. Il y a des ressemblances, beaucoup de ressemblances avec l'anglais, mais c'est quand même plus proche de l'allemand, je dirais. Que l'anglais a plus changé avec le français. C'est dur à expliquer comme ça, mais t'as des trucs qui se ressemblent énormément. C'est mother en anglais, c'est moeder in het Nederlands. Moeder. Si je vais à Amsterdam, par exemple, est-ce que je vais entendre beaucoup de néerlandais? Ah oui, là, c'est le Pays-Bas, c'est la langue officielle. Il y a des petites différences d'accent, en fait, entre le néerlandais de Belgique et celui de Pays-Bas. Un peu comme le français de France et le français de Québec. Voilà, je t'ai appris une langue. Oui! Moeder. Ouais. En 2007, tu fais aussi ton premier festival Juste pour rire, si je me trompe pas. Alors, comment c'est de faire un festival Juste pour rire? Est-ce que c'était un rêve pour toi de faire le festival Juste pour rire? Oui, c'était un accomplissement pour tous les humoristes. C'était, tu vas faire un gala, ça va changer ta vie. Ça avait vraiment beaucoup d'importance, mais rendu à mon année, ça en avait moins. Puis c'était juste avant la première vague de hashtag moi aussi, qui a impliqué Gilbert Rozon. Donc moi, mon gala n'a pas passé à la télé cette année-là parce que c'était sous le nom de Gilbert Rozon. Puis je me souviens, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. J'en tiens aucune rancune. Mais je me souviens que j'avais préparé la date dans mon agenda. Le vendredi 17 octobre, il allait passer mon gala à la télé. Je l'avais dit à mes parents qui avaient préparé l'enregistreur. Puis c'était quoi à la télé? Un film de Jim Carrey, Menteur, menteur. C'était pas mon gala parce qu'il fallait remplacer par une autre, par autre chose à la télé. Puis, c'est ça, c'est juste. C'est un mal pour un bien, hein. On voulait plus de Gilbert Rozon dans le décor, puis ça a nettoyé l'industrie de fond en comble. L'expérience était électrisante. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de méditation avant pour ne pas être stressé sur scène, parce que tu réalises que je pourrais vraiment foutre la merde. Si je voulais, là, je pourrais juste roter. Puis je pourrais juste. Tu sais, tu peux tellement rater tout devant des milliers de personnes, puis c'est impardonnable de rater. Ça a vraiment beaucoup pris de calme puis de respiration avant de faire ça. Parce que t'en trembles, là. C'est vraiment... c'est excitant, ouais. Ah, je me doute. Enfin, je me doute. Je peux imaginer, mais je ne me doute pas, en fait. Je sais pas ce que c'est. Mais je me dis, toi, vu que t'es prof, t'es quand même habitué de parler devant des gens, donc je veux pas ajouter à ton coup de pied dans le cul, mais t'es capable de parler devant le public. T'as déjà ça, ce que les gens disent, moi, je serais jamais capable de faire ça. Toi, tu parles devant des élèves qui se calissent de toi, des fois, j'imagine. Donc, c'est ça que tu es capable de faire. Allez, un coup de pied au cul en plus. En 2017, tu es aussi devenue chroniqueuse pour Info, Sexe et Mensonges, animée par Marc Labrèche, qui, si je ne me trompe pas, était une énorme idole pour toi. Comment c'est de faire une chronique humoristique face à son idole? C'est comme si moi, je devais faire une chronique face à Matthew Perry de Friends, quoi. Ah ouais. Hey, tu y ressembles un peu, c'est drôle. Oh, ça c'est un compliment génial. C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as un peu des airs de lui, j'imagine, c'est l'influence, là. Mais moi, je ressemble un peu à Marc Labrèche. J'étais vraiment sous le choc parce que c'est une idole de jeunesse. J'ai toujours aspiré à
je regardais ces émissions à la télé, puis je voyais les gens qui recevaient en entrevue, en chronique, puis j'osais même pas rêver un jour être assis à cette chaise-là, tellement c'était inaccessible et un rêve trop grand pour moi. C'est comme le plus grand rêve que j'ai jamais réalisé. Finalement, c'était ça mon plus grand moment de ma carrière. C'était d'être en face de Marc Labrèche, puis de le regarder dans les yeux, puis de le faire rire, là. Ça, encore une fois, ça a tout pris pour pas que je sois nerveuse. Parce que je m'étais dit, avant de le faire, là, c'est ta chance, faut pas que tu rates. Si tu rates, c'est de la merde. Là, vas-y, amuse-toi, fais-le. Fais comme t'as toujours rêvé de faire, là. Amuse-toi. Donc, j'ai vraiment pris le moment présent, puis je l'ai fait. Puis Marc a vraiment aimé ça. J'étais contente. Mais en même temps, je me suis dit après, c'est sûr qu'elle a aimé ça. C'est lui qui m'a appris l'humour. Tu sais, c'est un peu de lui que je m'étais inspirée toute ma vie. C'est lui que je veux faire rire. Tu sais, on a tous un spectateur secret à qui on parle vraiment dans notre tête, là. C'est ce spectateur-là que je voulais, c'était faire rire Marc Labrèche. Donc, c'était incroyable. Imagine Matthew Perry. Imagine jouer une scène humoristique avec Matthew Perry un jour. Déjà, tu me dis qu'il est dans la pièce. Je sais pas si j'arrive déjà à respirer. Donc après, il faut que je fasse des mots. Mais ça devait être fou. Et en plus, tes chroniques étaient vraiment bonnes. Franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Mais j'en avais fait 4, mais il y en a juste 2 en ligne. C'est ça que t'as vu? Okay. Les 2 qui sont sur YouTube, ouais. Mais je trouvais ça vraiment bon. Et en plus, j'ai d'abord écouté les podcasts où tu expliques que tu adores Marc Labrèche. Et après, je regarde les chroniques où je le vois rire et je fais « Ah, ça devait tellement être agréable de se rire derrière. » Ouais, vraiment. Merci. Bah de rien. Si je te trouvais pas drôle, tu serais pas dans le podcast. Non, ouais, j'espère. Question suivante. Je déteste ce que vous faites. Ouais. Ça serait tellement malaisant. En 2017 aussi, tu fais ton premier festival de Montreux. Oui. Mais comment tu t'es retrouvé à Montreux? Drôle d'histoire. À mon souvenir, là, c'est que Blanche Gardin ne pouvait pas faire le gala cette année-là. Alors, il y avait besoin d'une fille, puis on demandait à moi, puis je fais quoi? Blanche Gardin, Blanche que j'adore. Elle est tellement gentille. Elle-même, quand elle est venue à Montréal faire son cabaret ZooFest, elle a pris le temps de venir voir mon spectacle. Mon petit spectacle de merde là, de commencement. Là, j'essaie de rapatrier 60 minutes de blagues ensemble, c'était pas bon. Là. Mais elle est venue voir le spectacle, elle était très gentille. C'était pour ça que j'allais à Montreux, pour la remplacer. Un honneur de remplacer Blanche Gardin. Là. J'avais des souliers très grands à chausser. Ouais, quand même, elle est pas mauvaise. Hein. Ouais, pas rien, cette femme. Je crois que c'est une des personnes qui est mentionnée dans le plus d'épisodes parce que c'est une référence pour tellement de gens et maintenant c'est encore plus qu'avant. Enfin, c'est tellement mérité aussi. Hein. Et comment t'as vécu le festival de Montreux? J'avais jamais eu la chance d'aller en Europe de toute ma vie. J'ai pas eu beaucoup d'occasions de voyager parce que j'étais toujours aux études, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'allais pas me payer un billet d'avion. J'avais pas ce luxe-là. Donc, ça a été d'abord une bénédiction de voyager pour le travail, d'être payé pour aller à Paris. Parce qu'on a rodé à Paris avant, on est allé faire des plateaux pour se pratiquer, pour essayer nos blagues, les ajuster. Ça a été une belle expérience d'adaptation aussi parce que mes blagues en québécois, toi, tu comprends tout du québécois, mais il y a c'est pas qu'ils veulent pas rire, c'est pas qu'ils veulent pas comprendre, ils comprennent pas ce que je dis. Tu sais, il y a des phrases que c'est juste tellement québécois qu'il faut changer, il faut réadapter pour que culturellement, le public de France ou de Suisse puisse comprendre l'essence de ce que j'ai de drôle à dire, tu sais. Puis c'était pas de tout repos, c'était quand même complexe. Puis il a fallu que je réapprenne, tu sais, quand ça fait 75 fois que tu l'as dit de la même façon, là, faut que tu apprennes à le dire d'une autre façon. Faut pas que tu te plantes. J'avais 3 jours pour réapprendre tout ça parfaitement. Donc, j'ai beaucoup passé de temps à me promener dans Paris ou à Montreux en parlant toute seule à voix basse, là, en pratiquant mes blagues. Tu sais, comme une folle. C'était vraiment spécial parce que c'est comme changer de pays. J'ai trouvé ça plus dur d'adaptation presque qu'aller en Haïti. Ça te fait réaliser à quel point on est la même langue, mais on comprend pas les mêmes phrases. C'est fou. C'est fascinant parce que j'ai étudié en traduction, donc j'adorais ça, là, l'adaptation, je trouvais ça cool. C'est des fois c'est juste quelques mots qui font qu'on n'utilise pas le même mot et après il y a un petit temps et comme l'humour c'est que du timing, t'as pas ce temps à ah oui ils disent ça, c'est ça qu'ils veulent dire par ça, ok, t'as perdu une petite étape qui fait que la blague perd de son charme et de son efficacité. Après je pense qu'en France ils ont encore plus de mal avec l'accent québécois que en Belgique et en Suisse, je pense qu'ils ont plus facile déjà. Donc les Québécois venaient en Belgique, très bien la Belgique. Oui.
Moi, je recommence. Comme un peu l'accent belge, on m'avait dit que ça ressemble un peu au québécois. J'avais un petit peu plus la bouche, comme les Belges parlent un peu plus comme les Québécois. C'est vrai? Oui, apparemment, il y a des petites choses. Des fois, j'entends du québécois et je me dis, ah, on dit la même chose. Je sais pas si on dit, bah, je sais pas, on va faire, je sais pas. Nous, on va dire je sais pas, mais il y a déjà le chez. Tu vois ce que je veux dire? Des petits trucs comme ça de temps en temps. Les Français vont dire le je sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Et je crois il y a un petit peu le même rapport avec les Français, des fois. Les Belges et les Québécois, de les trouver parfois, pas tous, hein, bien entendu, un peu prétentieux comme ça et de dire nous on parle correctement et ça nous énerve. Oui, c'est comme nous on n'a pas d'accent. Tout le monde a un accent. C'est quoi pas avoir d'accent? C'est un robot. C'est Siri, elle a pas d'accent, Siri. C'est tout. Mais donc Montreux, ça s'est bien passé. T'as apprécié ton passage? Oui, vraiment. Encore une fois, c'était très formateur. Puis je suis retournée l'année d'après. Oui. Je pense que j'ai fait mieux l'année d'après. J'étais préparée, je connaissais les coulisses, la scène. Quand tu reviens à un endroit où t'es déjà allé, t'es plus sécure avec toi-même. Puis je me connaissais mieux à ce moment-là. Donc, je pense que, ouais, mon deuxième passage était plus agréable, mais j'avais des bons souvenirs de la fois d'avant. On a fait la fête. On a vraiment fait la fête. Surtout avec le décalage horaire que j'avais. Il n'était pas question que je dorme jamais. Donc, on était tout le temps en train à un hôtel 5 étoiles à Montreux. C'était vraiment cool. Puis, c'est dépaysant quand même, le climat. Je sais pas si t'es déjà allé à Montreux. Ah, je suis allé en Suisse, mais pas Montreux. Ben, j'imagine que c'est un peu partout comme ça en Suisse. Il y avait de la végétation qui avait l'air un peu tropicale, mais il y avait un froid puis de la petite neige. C'était 3 saisons en même temps, là. C'était vraiment cool. J'y retournerais n'importe quand. Je conseille à tous ceux qui vont écouter l'épisode d'aller écouter tes 2 passages à Montreux, que moi j'adore. Mais je crois que j'ai préféré le premier, mais moi c'est juste que je suis un amoureux de la vanne. Et donc quand il y a une vanne que j'adore, je reste focus dessus. Moi le Chucky, c'est une passion. Cette blague, je l'adore. Et les tout petits voleurs, j'adore ce truc. Mais je vais pas spoiler toutes les blagues et les faire moins bien. Allez voir les deux vidéos de Montreux, mais c'était vraiment bon. Merci. Mais aujourd'hui je la fais plus la vanne sur les nains parce que ouais, les choses ont changé puis elle est un peu méchante. J'ai reçu des commentaires me disant c'est très méchant. C'est sûr que moi ça restait de l'humour noir, c'était pas pour je voulais pas faire de peine à personne. Étrangement, c'est pas les gens de petite taille qui se sont insurgés contre la vanne. Eux la trouvaient drôle. C'est les autres qui s'insurgent au nom des autres. Ça arrive donc mais je suis contente qu'elle soit restée là, elle est encore là. Okay. Bah ouais, moi je l'adore, donc merci. J'espère que t'es à l'aise avec les compliments parce que moi j'ai tendance à en faire beaucoup. Oh, j'apprécie, merci, ça fait du bien. En ces temps de vide de spectacle, j'en ai pas beaucoup, donc ça fait plaisir. Merci. Je trouve ça vraiment bon, mais j'aime le personnage, j'aime les transitions, je trouve ça toujours bien écrit. Il y a des petites vannes dedans qui m'éclatent comme avec Internet. C'est quoi ça, Internet? Cette vanne m'éclate. Merci. Tu sais, c'est les vannes que tu fais, t'écoutes la vidéo et tu fais pause et tu fais non, elle est trop bien cette vanne. C'est trop gentil, merci. C'est normal. C'est vraiment pour ça que je fais les épisodes, parce que pour moi les humoristes, c'est mes stars à moi. Je suis vraiment trop content. C'est après avoir fait le podcast avec Simon Gouache qu'on me dit est-ce que tu voudrais faire un épisode avec Maude? Ben, je fais ben oui, bien entendu. C'est quoi cette question? Oui, c'est ma gérante qui t'a dit ça? Oui. Ah, ben cool, tant mieux. Elle m'a proposé parce que je savais pas que c'était la même gérante. Qui est direct Maud Landry. Oui. Merci, c'est cool. Bah, avec grand plaisir. On continue sur ta carrière, sinon je vais te prendre des heures de ta journée. J'espère que t'as le temps, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé. Je sais même pas il est quelle heure, c'est pas grave. Parfait. En 2007, t'as aussi fait, c'est une série de vidéos assez courtes sur YouTube qui s'appelait En passant. Oui. Où tu partageais des petites réflexions sur un mot. Est-ce que t'aimes ça, faire des vidéos sur YouTube, tout ça? Oui, j'adore ça. Là, j'ai fait, mon plaisir plus récent, ça a été d'ajouter des paroles à des les génériques musicales. Oui, les génériques. Là, j'en ai fait pour des jeux vidéo. J'en prépare d'autres en ce moment, mais tu sais, ça implique une semaine à avoir toujours la même tune dans la tête, puis à me dire que ce serait quoi les paroles, chanter toute seule. C'est comme mettre en vidéo ma folie. Je trouve ça le fun de la partager puis de réaliser qu'il y a des gens qui sont fous aussi comme moi parce que ça prend de la folie pour rire de ça, comme ça prend de la folie pour écrire ça. Oui, j'ai vraiment du plaisir à le faire. C'est un défi que je me donne pas assez souvent, je pense, d'exposer mes idées. Je reviens sur le conseil, le meilleur conseil à donner. Je viens d'avoir le bon conseil.
le pire ennemi de la création, c'est la peur de l'échec. Et souvent, c'est ce qui m'empêche de créer. C'est « Oh, mais là, les gens vont trouver que c'est vulgaire. » Ou les gens vont trouver que ci, que ça. C'est ce qui t'empêche de créer parce que tu sauras jamais si c'est vraiment mauvais ou pas si tu le sais pas. Donc, essayez des choses. Moi, je crois que c'est le seul truc avec lequel j'ai le plus de mal. C'est vraiment La peur. Même pour écrire, des fois, je me dis, mais il y a que moi qui sais ce que j'écris, mais même ah, c'est pas bon. J'arrête, ça, c'est pas bon. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Mais les génériques, moi, je les ai trouvés super drôles. T'as fait les génériques de Star Wars. Merci. Jurassic Park. Mon préféré, c'est Star Wars, mais je crois que c'est parce que je suis fan de Star Wars, et donc, celui sur Friends me fait rire aussi. Ah, merci. Allez voir ça. C'est court, c'est drôle. Moi, ça avait fait ma journée, celle sur Star Wars. J'étais content. Merci. Ouais, faut avoir les référents. Je pense que je me suis dit en l'écrivant, je vais l'écrire pour les gens qui connaissent Star Wars. Okay. Au moins un petit peu, tu sais, comme toi. C'est ça. Si tu connais pas ça du tout, tu comprendras pas les petites blagues. Mais du coup, tu fais sur des choses que tu aimes bien, ou juste tu prends un Harry Potter par exemple et tu te dis je vais travailler là-dessus, ou c'est quelque chose que t'aimes et tu te dis il faut que je le fasse? J'aimais déjà ça, mais j'avoue que je suis allée avec des choix sûrs que je savais qui étaient très populaires, comme Le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, Mortal Kombat, je vais le faire. Je vais faire Rocky aussi, je pense. Oh oui! Forrest Gump, je l'ai fait. Ouais. C'est ça, je prends des demandes spéciales. Puis j'ai fait Back to the Future, ça, il faudrait que je l'enregistre parce que je l'ai déjà écrit. Tu l'avais fait en radio, ça, je crois. Oui, exact. Tu t'en souviens? Mon Dieu, t'as tout vu, t'as tout entendu. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà écoutées avant de préparer les épisodes. Et quand je prépare les épisodes, je recommence pour prendre des notes parce que quand j'écoute une vidéo, c'est rare que je prenne des notes. Ça, c'est un vrai travail d'intervieweur. Mais j'aime bien parce que ainsi, je complète les informations que je n'ai pas. Très cool. Oui, je trouve aussi. Je suis assez content. En 2018, t'as aussi fait, donc t'as refait le festival de Montreux et t'as fait l'émission de Kian Kojandi Derrière un micro. Oui, Kian! Est-ce que c'est lui qui t'a contacté? Je pense que oui, ou en tout cas, c'est lui ou son équipe. Mais oui, j'adore Kian, puis moi je l'aimais déjà à cause de Bref, puis je savais pas qu'il savait j'étais qui, donc ça a été, tu sais, ce genre de petite fleur-là, d'apprendre que quelqu'un que t'aimes beaucoup sait t'es qui. Puis t'es comme, comment tu sais? Il est très intéressé par l'humour québécois. Il adore l'humour, point final. Là, puis ça transparaît beaucoup dans ce qu'il fait. Je le trouve très précis, très bon. Donc, ouais, c'est lui qui m'a approché. Ah oui, puis en Montreux, j'avais rencontré Tania Dutel, que j'adore, que tu as déjà reçue à ton podcast. Je trouve que c'est une femme brillante, puis je l'aime beaucoup. C'est une charmante Parisienne. Je la trouve incroyable, donc c'est pour ça qu'elle est dans le podcast aussi. Kian, j'essaie, mais pour le moment... Il est trop occupé. Sûrement, mais il a toujours 1000 projets, mais il a mentionné mon podcast dans un des siens et ça a fait mon mois. Je crois que ça fait... C'est vraiment une belle fleur, c'est cool. Ah ouais, je suis trop content. Est-ce que toi, tu t'intéresses à tout ce qui est humour en France ou en tout cas en Europe? Je vais avec ceux que je connais, mais je serais partante pour avoir des noms que je connais pas, en savoir plus, parce que je me suis tapé les Montreux. Jimo, oui. Je l'adore, je le trouve vraiment bon. J'ai vu Fadili. Mais en fait, je les ai côtoyés un peu comme Farid, je l'ai côtoyé. Jason Brokers, je l'ai connu à cause qu'il faisait aussi les premières parties d'Adib. Adorable, je le trouve hilarant. Il y a une blague tellement drôle. Puis je le dis à tout le monde, je le crédite, mais ça me fait penser à ton mal de dos. Il dit je me suis fait mal au cou cette semaine. J'ai juste commencé à avoir mal au cou. Puis il dit quand j'étais petit, pour avoir mal au cou, il fallait que je me fasse mal. Le Steve, là, j'ai juste mal. C'est juste, t'as mal. Il est tellement chill comme ça. Il est sur scène et il est chez lui, quoi. On dirait qu'il parle. Mais c'est même pas, on dirait qu'il prépare des blagues. C'est juste qu'il va parler et qu'il est naturellement drôle et nous, on va juste rire en l'écoutant. Je trouve vraiment très, très bon. Ah, ben, il y a plein de talents en Europe. Moi, je suis amoureuse de, on sait quoi son nom, la Suisse. Marina Rollman. Marina Rollman, je suis fan d'elle. Là, j'ai découvert Alexandra Pizzagalli. Je la trouve vraiment bonne aussi. Bonne, faut pas dire bonne. Ça, j'ai appris ça en France. Dire d'une femme qu'elle est bonne, ça veut dire elle est bonne à fourrer. Là. Ça veut dire qu'elle elle est sexy, que je veux lui faire du sexe. Talentueuse. C'est bizarre. Elle est bonne. Elle est talentueuse, mais nous, Tu pourrais dire elle est bonne. C'est vrai que ça peut avoir ce double sens, mais ça dépend surtout sur le ton sur lequel tu le dis.
Ouais, elle est bonne. Tu dis, elle est vraiment bonne. On se dit, on se détend. Elle a beaucoup de talent. Ben oui, vraiment. Si tu aimes bien Kian, je suppose que tu as vu son spectacle qui est disponible sur YouTube. Oui, je l'ai vu. C'est vraiment... Ça fait longtemps que je l'ai vu, par contre, mais j'ai vraiment aimé. Ah, il est incroyable. À chaque podcast, je crois que je le recommande, ce spectacle. Et il fallait que je le recommande à un moment donné. Donc voilà. C'est très humain, je trouve. Ces thèmes sont très portés sur l'humain, très humble et très sociétal comme sujet. Ouais, moi, je le trouve incroyable, mais je le dis à chaque épisode, donc je pense que les auditeurs vont commencer à être tannés si je ne parle que de lui à chaque épisode. Hey, sors avec! Ah, la référence à sous-écoute. Oui. T'as aussi été chroniqueuse dans La soirée est encore jeune. Tu l'es encore, je sais pas exactement. Oui, Est-ce que tu aimes ça, faire des chroniques en radio? j'adore ça. J'adore ça parce que il y a quelque chose, il y a un avantage que le stand-up offre pas, c'est le one-shot deal. L'espèce de, je fais ma chronique, je me prépare mentalement, puis j'ai une fois pour la faire, puis après ça, je peux l'oublier. C'est beaucoup moins dur sur la mémoire, je trouve, de lire une chronique puis de préparer un sujet en particulier. On dirait que je ressens moins de pression que de refaire la même blague sur scène puis de devoir la prendre, puis le lendemain elle va pas fonctionner, mais là je suis pas en paix avec la joke, mais il faut que je la refasse encore, puis il y a comme un travail de moine éternel avec le stand-up que j'adore, mais ça fait du bien les chroniques de juste avoir un 5 minutes à faire, puis elle va rester enregistrée, elle est comme immortalisée dans le web, puis je passe à autre chose, j'ai une autre chronique. J'adore ça, faire des chroniques. Et est-ce que tu es fier de toutes tes chroniques? Non. Je suis très dur avec moi-même. Ah oui, très dur. Puis il y a des fois où ça m'est arrivé de... J'aime ça, viser l'excellence. Puis comme j'ai déjà eu des chroniques qui ont vraiment bien fonctionné, surtout au début, parce que t'as l'effet de surprise, on te connaît pas. Oh wow, quelle nouveauté! Ah, c'est intéressant que quand tu atteins un plateau, puis là après ça, tu fais une chronique correcte, ou qui... Elle se passe bien, elle était pas mauvaise, mais elle était pas mémorable. C'était pas mauvais, mais c'était pas ma plus drôle des chroniques parce que c'était très léger. C'était un sujet comme un autre. Je m'en veux, puis je me trouve à chier, puis je travaille beaucoup là-dessus, à être en paix avec ça, puis faire « Hey, c'est juste moi qui me trouve à chier. Là. C'est juste une chronique aussi. Là. Faut pas oublier que tout le monde est en pandémie, puis c'est pas tout le monde qui est complètement en train de faire du renforcement positif aux chroniqueurs. Là, tu sais, ça se peut aussi d'avoir des moments plus tranquilles, comme n'importe quoi. La vie, c'est un cycle, il y a des temps plus morts. Mais ouais, je suis pas fière de toutes mes chroniques, mais je suis en paix avec ça. Et est-ce que pour les chroniques, t'es du genre à l'écrire à la dernière minute parce que t'avais pas trouvé la bonne idée, ou tu prépares ça en avance? Ça m'est arrivé de faire du dernière minute, mais ce qui se fait à la dernière minute, c'est surtout ajouter des punchs, puis des réajustements, des reformulations, du fine-tuning que j'appelle, là, c'est à la virgule près, faire ce mot-là est de trop, on va reformuler la phrase parce que là c'est mieux comme ça, c'est plus lyrique, ça sonne mieux. Il y a beaucoup de travail qui se fait à la dernière minute, mais en général, au moins une semaine avant, mais ça reste, maintenant c'est des blagues d'actualité, là. Donc j'ai pas le choix, je peux pas la prendre vraiment d'avance, mais au moins la semaine même, je commence déjà à y penser. À rester à l'affût, à voir quel sujet je pourrais faire. Puis, ouais, j'y pense longtemps avant d'attaquer la chronique. Mais en tout cas, moi, je trouve que les chroniques sont vraiment bonnes. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser, puisqu'au 20e gala des Oliviers, t'as reçu un trophée. C'était l'Olivier pour cap ou sketch radio humoristique de l'année pour ton numéro Les choses pas logiques, que j'ai trouvé super bon. Merci! Et t'as aussi reçu un autre Olivier pour découverte de l'année. Ouais. Déjà, nomination, ça doit déjà être génial, incroyable de se dire je suis nominé avec plein de gens de talent, mais en plus tu gagnes le trophée. Comment tu as réagi à tout ça? Je m'attendais pas à ça. Mais juste la nomination, je m'attendais même pas à ça. J'étais pas. Moi, je voulais juste être bonne, dans le sens de bonne talentueuse. Tout ce que je voulais, c'est avoir un public qui me suit, avoir assez pour vivre de ça. Tu sais, c'était comme, pour moi, c'était déjà incroyable que je gagne ma vie avec ce métier-là qui est comme, pour moi, on est des troubadours, là, tu sais, on n'a pas de vrai job, on fait des jokes, c'est comme la musique, c'est super dur de gagner sa vie en musique. Je trouvais ça déjà incroyable d'être nominé, ne serait-ce que de caresser un rêve. Juste être nominé, pour moi, c'est comme gagner un prix, dans le sens où, mettons qu'on est 5 nominés, c'est comme si le prix, c'était « Bravo, t'es dans les 5 meilleurs cette année là-dedans ». C'est déjà vraiment insane d'être le meilleur des 5. Pour moi, ça fait aucune différence. Là. C'était comme,
Tu sais, en même temps, faut se rappeler que ça veut rien dire, les trophées, puis j'essaie de voir les trophées comme ça, c'est du passé. C'est du beau passé. Si j'ai regardé dans le passé, je vais pas avoir des regrets, je vais regarder le beau passé, mais ça veut pas dire que présentement, je suis talentueuse. Faut que je le reste, faut que je cultive ça, puis que je reste ça, puis pour que dans le futur, ça reste comme ça, parce que je pourrais faire comme j'ai des oliviers, mais on s'en fout. Tu sais, c'est l'industrie s'en souvient, mais le public s'en souvient pas. Le public, il veut juste voir des blagues. C'est vraiment une belle petite victoire. Je suis contente, mais je pense que mes parents étaient vraiment fiers de moi. Là, ils ont compris que ça se pouvait. Ça se pouvait. Là, à ce moment-là, quand elle a eu le prix, ok, elle peut faire ça. Ils arrêtaient de trouver des annonces pour faire de la traduction. Ouais, c'est ça. Hey, je t'ai trouvé une job dans le journal. T'es sûr? Ah, elle a eu des oliviers, l'humour, c'est bien. Après, en 2019, t'as eu 2 projets qui sont hors de la scène. Il y en a un où tu joues dans un film, tu joues dans Les Barbares de la Malbaie, avec Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques. Comment c'est de jouer dans un film? Ah, c'est un rêve, ça, de réaliser encore une fois. Moi, j'ai toujours aimé les plateaux de tournage parce que j'ai étudié en cinéma, puis c'était ce qui m'allumait le plus. C'était un plateau, là, c'est plein de gens qui travaillent tous en équipe. S'il y en a un qui travaille mal, tout le monde écope de ça. Et c'est vraiment, tout le monde travaille dans le même intérêt, dans la même vision du film. Puis le réalisateur, c'est la personne qui doit être sévère avec tout le monde, en même temps d'être le fun, parce que les gens, faut qu'on t'aime quand même. Donc, je trouve que c'est une ambiance dans laquelle je me sens vraiment confortable, un plateau de tournage. Je suis fascinée par la caméra, le son, les objets, l'accessoiriste qui doit arriver puis nettoyer des choses, placer des choses pour que la scène paraisse bien. C'est tellement plus complexe qu'on le pense à la maison. Puis moi, quand j'écoute un film aujourd'hui, j'ai bien du mal à m'abandonner sans voir le tournage, sans m'imaginer que oui, ça a été filmé comme ça, puis les plans, le champ contre champ. Donc j'adore les plateaux de tournage. Puis je suis pas une formation de comédienne, moi j'ai juste fait de l'impro. C'est très instinctif comment je joue des émotions, donc j'étais très à l'écoute du réalisateur qui a été une merveille avec moi, Vincent Biron. C'est vraiment le fun. C'est comme jouer quand t'es petit puis tu joues on joue comme si on allait faire l'épicerie, ok? Moi je faisais ça puis toi tu faisais ça. C'est encore une fois, je suis payée pour jouer. J'ai joué à un jeu, là. Ce film-là, je l'ai pas vu, mais je t'ai vu jouer dans les Fleuristes. Oui! Ah, j'ai trouvé ça bon. Je trouvais ça vraiment bon. Le film, j'ai pas réussi à le télécharger illégalement, en fait, je t'avoue. Pas grave, il va sortir à un moment donné. T'as aussi écrit, réalisé et joué avec Charles Beauchesne dans une série de fiction. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, Charles Beauchesne, c'est un de mes meilleurs amis dans la vie. On est très différents, mais je trouve qu'on fait des belles choses ensemble. On a pensé à l'histoire d'une fille, une adulte fonctionnelle avec un ami imaginaire. Okay. C'est ça la prémisse du film. Une adulte qui est fonctionnelle et relativement saine d'esprit, qui a un ami imaginaire. Là, on essaie de créer l'univers dans un monde où tout le monde aurait son ami imaginaire. Ça ressemblerait à quoi, ton ami imaginaire, Régis? Ce serait qui, toi? Tu sais, on se disait, dépendamment de qui t'es dans la vie puis qu'est-ce que t'as besoin de combler comme besoin, ou c'est qui ton alter ego, parce que l'ami imaginaire dans notre tête, c'était comme pas Bonnie and Clyde, Monsieur Jekyll et Dr. Hyde. Ah oui, un peu un double maléfique comme ça. Ben, maléfique ou juste deux bipolarités, l'espèce de deux sphères de la pensée qui sont différentes. Comme ta voix dans ta tête qui te parle puis qui... C'est pas tout le monde qui a une voix dans sa tête, là, mais je vois bien. La conversation comme duel entre notre cerveau puis notre cerveau. Puis c'est ça, Charles Beauchesne était dans ma tête. Puis là, le personnage, en gros, là, ce qui était intéressant de tout ça, c'est que on voyait parfois le personnage de Nestor, qui est joué par Charles Beauchesne, qui était mon ami imaginaire, c'était un homme en veston-cravate très grincheux, très négatif. Et puis, mon personnage, c'était une personne très renfermée, seule. Puis quand elle avait des conversations avec, par exemple, elle allait dans un café, puis elle commandait 2 cafés. Puis le serveur disait, vous attendez quelqu'un? Non. Si j'attendais quelqu'un, je prendrais 3 cafés. Puis là, on comprend elle commande un café pour son ami imaginaire, puis elle joue à des jeux de société avec son ami imaginaire en public. Mais ça paraît pas trop. Elle a pas l'air folle. En gros, c'est ça. Est-ce qu'on sait le voir quelque part? Charles, je pense qu'il les a publiés sur son Patreon, si je me trompe pas. Je vais le contacter pour être certaine. Mais on a vraiment fait ça avec les moyens du bord. Là. Je mets la barre très basse en disant que c'était pas
Le scénario, je pense qu'il était intéressant, mais en somme toute, la réalisation était pas excellente. Le son était pas... puis humblement, là, je dis ça sans... je veux pas me descendre, mais c'était pas... C'est des débutants qui s'essayent en cinéma, puis ça a donné ça. C'est sympathique, mais c'est pas télévisuable. Est-ce que ça se dit télévisuable? Alors moi je le dirais, mais je sais pas si ça existe. Mais je vais t'envoyer les liens, là. Je pense que Charles, il les a encore. Bah ouais, je veux bien, vraiment. L'idée de départ me plaît bien, je trouve ça le fun. Oui. Bah du coup, oui, si tu sais me trouver ça. Moi j'ai pas trouvé, j'ai cherché et j'ai pas trouvé pour essayer de voir ça. Parce que comme je t'ai dit, je fouille tout avant de faire les podcasts. Un petit peu trop, je commence à être un petit peu trop... T'es pas sur le dark web, là? Non, pas encore, ils m'ont refusé. Je suis trop gentil. Et en ce moment, tu rôdes, enfin en ce moment hors confinement, c'est que tu rôdes ton premier one-man show qui s'appelle Subtil. Je sais pas comment il s'appelle encore. Ça, c'était... Okay. Je l'ai appelé Subtil dans le cadre du Mobilo. On n'a pas encore trouvé de nom au spectacle. Comme avant, c'était Rock'n'Roll Carpe Diem. Okay. Puis là, ça a été Subtil. Et je cherche un nom, là. J'avais pensé à Viens t'asseoir. Ok, ouais. Moi, j'aime bien. Bah, ça fait très intime. Après, ça dépend de quoi tu parles dans ton spectacle. C'est ça, je tourne beaucoup autour du fait que c'est un spectacle assis. C'est vraiment, faut s'asseoir. Il y a quelque chose de viens, on va se parler. Viens t'asseoir. Je voulais tutoyer le public. Mais là, tu as la primeur. Je suis même pas certaine que ça va être ça le titre. Je cherche encore. Moi, en tout cas, je trouve ça sympa. Parce que moi, tu me dis viens t'asseoir, je pense tout de suite à un truc intimiste où tu vas parler de toi, peut-être de choses un peu vraies. Moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up. Donc moi, ça me parle. Ah, cool. Je préfère ça qu'un truc genre Big Show où tu me dis ça m'attire moins déjà. Ouais. C'est moins ce que j'aime dans le stand-up. Tu me dis ça m'attire. Le titre m'attirera moins. Mais après, le titre, c'est pas ce qui fait le tout. Hein. C'est ça, faut pas. C'est François Bellefeuille, il disait, on accorde tellement plus d'importance à notre titre que les gens. Et est-ce que tu veux bien, c'est faire une captation de ce spectacle? Parce que je demande à chaque fois aux humoristes de le faire, comme ça je peux voir les spectacles depuis la Belgique. Ce serait gentil. Oui, tu veux une captation du spectacle? Non, quand tu auras fait ton spectacle, fais une captation. Parce que tout le monde n'en fait pas, et moi il y a des spectacles que je ne peux pas voir du coup. D'ailleurs, je peux t'envoyer une captation qu'on a fait au Lion d'Or, juste du rodage. C'est du rodage, ça vaut 15$, ça vaut rien, là. Mais ça te permettrait de le voir parce que tu peux pas physiquement voir le spectacle de toute façon. Je l'enverrai. Ah bah ouais, je veux bien, vraiment. Ouais, je vais demander à ma gérante si elle a encore le vidéo. Je te l'enverrai. Ah, trop gentil. Moi je disais ça juste dans le sens quand le spectacle sera fini. Parce que tout le monde fait pas une captation toujours de son spectacle. Et moi je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas une trace de pouvoir voir le spectacle. Oui, c'est vrai. On veut immortaliser ça. Mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Tu me dis si j'ai oublié quelque chose. Non, t'as pensé à des choses que j'avais moi-même oubliées. Ça va, j'ai bien fait mes recherches. À la fin du podcast, ce que je fais toujours, c'est l'interview name dropping. Je vais à chaque fois te demander de me citer un humoriste, ou une humoriste bien entendu, qui tu veux, français, québécois, américain, allemand, mais à chaque fois tu dois m'en donner un seul. Oh, ok. L'humoriste le plus ou la plus sympa. Daniel Grenier. Ok. Tu connais? Ah ouais, moi je t'ai dit, je connais tout. Celui ou celle qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus. Sarah Silverman. Nice. Celui qui pour toi écrit le mieux. Oh, bonne question. Qui écrit le mieux? Attends. Ah, c'est dur. Attends. C'est dur à dire parce qu'il y en a dans le passé aussi. George Carlin ou non, Louis C.K. On dira ce qu'on voudra, mais Louis C.K. est un auteur hors pair. Ça, on peut pas lui enlever quand même. Ouais, ça, c'est dur. Celui qui pour toi est le meilleur interprète. Celui qui joue le mieux. Qui joue le mieux? J'ai pas nommé assez de femmes, je pense, mais Maria Bamford, elle est très précise dans son jeu. Je l'aime beaucoup. C'est Guillaume Wagner qui l'a recommandé, je connaissais pas avant. J'ai découvert et je me suis dit, mais waouh, je m'attendais pas à ça. C'est incroyable. C'est tellement précis, des fois, faut que tu l'écoutes 2 fois pour comprendre exactement. Ouais, c'est très bon. Je pense que j'ai la réponse du coup, mais un humoriste que tu es fier, toi, d'avoir fait rire. Ah oui, Marc Labrèche. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Surpris dernièrement? J'ai pas vraiment écouté de stand-up dernièrement, mais je sais pas s'il m'a surpris, mais mettons qu'il est arrivé à la hauteur de ce qu'on disait de lui, Dave Chappelle. Oh, Adam Sandler aussi. J'ajouterais Adam Sandler. J'ai écouté un film de lui récemment, puis là j'ai réalisé que il était vraiment bon pour jouer des personnages réalistes.
Quand il joue pas un personnage réaliste, il m'énerve un peu. Mais quand il joue une vraie personne qui se peut, il est très touchant puis il est très bon acteur. Quand tu me dis Adam Sandler, je me dis c'est celui qui m'agace. Oui, je comprends pourquoi, mais c'est justement moi aussi, mais dans ces vrais personnages, comme Funny People, là, si t'as la chance d'écouter ça sur Netflix, ça parle beaucoup aux humoristes, évidemment, puis Ah ben j'irai voir. Un humoriste qui pour toi est trop sous-estimé, qui pour toi il devrait être connu par le monde entier tellement qu'il est bon. Dylan Moran. Un spectacle que tu recommandes à tout le monde. C'est le spectacle que tout le monde doit voir. Que tout le monde doit voir. J'essaie de penser à un spectacle qui m'a vraiment fait rire. Ah oui, ben Sébastien Maniscalco. Le titre, c'est Aren't You Embarrassed? C'est en anglais, mais j'imagine qu'on peut l'avoir doublé ou sous-titré en français. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un des préférés de Simon Gouache. C'est la quintessence de l'humour d'observation, de rire des gens, à quel point ils sont cons. Ça, c'est un incontournable. C'est pas mon préféré, mais il est vraiment bon. Mettons que j'avais à recommander à tout le monde, je pense que c'est le terrain d'entente que tout le monde va faire « Ah ouais, il y a des bouts drôles ». Mais c'est pas le plus profond, plein de profondeur ou le plus complexe intellectuellement, mais c'est une bonne partie de plaisir. C'est le genre de truc qui, même si ça te touche pas, tu ne peux pas dire que c'est pas bon. La qualité, exact. C'est populaire. À la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes. Je te donne deux personnes. Tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire entre les deux. OK. Et bien sûr, j'ai pris des gens que t'aimes bien, sinon c'est trop facile. Ah! Entre Rosalie Vaillancourt et Michel Desrochers. Oh, ça, c'est dur parce que je les connais. C'est des amis. Oh non, c'est trop dur. Qui m'a fait le plus rire? Les deux? Michel me fait plus rire sur scène, mais Rosalie me fait plus rire dans la vie. Voilà, j'ai trouvé le terrain d'entente. J'ai trouvé le réponse qui peut plaire aux deux filles. Bien joué. Mais je le précise, que je dois le préciser dans tous les épisodes, mais toutes les personnes que je cite, c'est que des gens que je trouve ultra talentueux, mais c'est plus pour voir un petit peu ce qui te touche toi dans le style d'humour en fait. Entre Joe Cormier et Simon Delille. Oh, ça aussi c'est dur, je les adore les deux. Oh my god, je les adore les deux, ça m'arrache le cœur. Parce que Simon, il m'écrit des blagues, là, c'est un de mes script éditeurs. Il m'aide à rebondir. J'ai tellement ri avec lui en brainstormant. Mais Joe aussi, je le trouve drôle. Joe m'a fait pleurer de rire avec ses conneries. Il est tellement con. Je les aime les deux à leur façon. Mais je vais dire Simon, vu que je travaille avec lui. Il avait un podcast que je trouvais super chouette, les bons dimanches. Les bons dimanches. Oui, les bons dimanches. Ah, c'était vraiment bon. Entre Jean-Thomas Jobin et Demetri Martin. Oh, sais-tu quoi? Dans les réponses, j'avais même pas pensé à Demetri Martin, mais lui, je m'inspire beaucoup de lui. Ça m'a déjà touché de me faire dire que j'étais un peu... Il y a une journaliste qui a déjà dit que j'étais la Demetri Martin féminin du Québec. J'étais comme, oh mon Dieu, quel honneur! Ben oui, Demetri Martin, ben j'aime beaucoup Jean-Thomas Jobin, mais c'est un autre niveau là. Demetri, c'est complet. J'aime vraiment ce qu'il fait. Il fait de la musique, il fait toutes sortes de choses. C'est tellement bon. J'ai justement pris Demetri Martin à cause de cet article qu'on te comparait à lui. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit, hey, je connais pas, je vais aller voir. J'ai son livre, j'adore ce qu'il fait, il est un génie ce gars-là. Entre Yannick Demartino et Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Oh mon Dieu, c'est drôle parce qu'ils ont presque le même timbre de voix. Oui. Ferme les yeux. Si Phil Audrey dit pas des grands mots, on dirait du Yannick. Ben moi, je dirais que Yannick, ça me ressemble un peu plus. Niveau comique, ça me ressemble un peu plus. Mais les deux, je respecte ce qu'ils font. Entre Yvon Deschamps et Marc Labrèche. Ah! Ben, Marc Labrèche me fait pleurer de rire. Yvon Deschamps me fait pleurer de fierté. J'aime beaucoup. C'est pas la même génération, c'est sûr. Mais je veux dire Marc Labrèche. Encore. Ça me gosse! J'ai l'impression, là, j'ai peur que je vais faire des cauchemars que Yvon va m'appeler comme ça, tu me trouves pas drôle. Tu sais? Et moi, je serais tellement mal à l'aise s'il y avait un souci à cause de ça. Ouais, c'est déchirant. Mon Dieu. Entre Louis-José Houd et Catherine Levac. Ben, c'est sûr que moi, j'adore Catherine. J'ai même rêvé à elle la nuit dernière. C'était drôle dans mon rêve. Je la trouve vraiment drôle et brillante. Sauf que Louis-José fait un peu partie de ceux qui m'ont donné envie de faire de l'humour à cause de Dollar à Clip, ici Louis-José Houd. Je trouve qu'il y a un bon sens de l'observation. Il pointe du doigt des choses qui me font
que j'avais pas remarqué. C'est là que c'est un peu le Seinfeld de chez nous, là. Tu sais, il pointe, il a l'œil, il a vraiment l'œil pour trouver quelque chose de comique, puis... Ah, moi, je le trouve plus drôle que Seinfeld. Mais... Oui, il est plus drôle que Seinfeld, mais dans le sens où il fait partie des humoristes d'observation. Oui. C'est vraiment les choses du quotidien. Il invente rien, il pointe du doigt des choses qui sont déjà. Entre Tania Dutel et Kian Kojandi. Entre les deux, ben là, je sais pas, moi, Kian, je l'aime, là. C'est quoi, si je dis pas Kian, il va plus jamais me mettre sur ses shows? Je pense pas, il est vraiment pas comme ça. Ou alors je serais déçu. Les deux, je les aime. Mais je veux dire Tania parce que elle m'a vraiment surprise par ses... Ben, c'est sûr qu'elle a des blagues... elle a des blagues féminines dans le sens de sujet féminin, là. C'est pas des blagues de filles. Je trouve qu'elle a vraiment mis le doigt sur des choses qui sont dures de... C'est dur de rire de ça. On va parler d'épilation. Elle a une finesse dans son humour sur les femmes que je trouve très drôle. Entre Adib Al-Khalidé et Simon Gouache. Hey, c'est vraiment dur, là. J'espère qu'ils vont pas l'écouter parce que, pour vrai, c'est pour toi que j'en choisis un, mais honnêtement, les deux me font rire à égal pour différentes raisons. Puis ça dépend qu'est-ce que j'ai besoin. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. J'ai plein d'humoristes préférés qui se ressemblent pas du tout. Puis ils viennent combler différents besoins d'humour. L'humour de Gouache, ce que j'aime, c'est que il est très... C'est le gars simple. C'est le gars le plus simple au monde qui dit les choses directement telles qu'elles sont. Il est super franc. Il se fait pas chier. Il fait pas semblant d'aimer quelque chose qu'il aime pas. Puis ça me fait du bien à écouter quelqu'un de vrai. Puis je m'en fous. Là. Il est vraiment... Il s'en fout. Puis Adib, c'est le contraire. Il s'en fout pas. Il est acharné sur des idées. Il est obsédé par quelque chose. Il en revient pas de quelque chose que tout le monde devrait s'en foutre. Puis il est comme, mais vous remarquez pas ça? Ça, c'est ça. C'est des deux pôles différents qui me font rire pour deux raisons opposées égales. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis par rapport à Adib et à Simon. Ils sont tous les deux super bons et les deux ont été tellement gentils dans les épisodes de podcast. C'était super chouette. Encore deux derniers petits choix entre Joe Guérin et Arnaud Soli. Wow, Joe Guérin, Arnaud Soli. Joe Guérin, c'est le gars que j'ai vu le moins stressé avant de faire des shows. Ça, tu sais, souvent, j'ai côtoyé dans des conditions de merde, là, que c'est drôle à quel point ça va être un mauvais show, tellement les conditions sont contre nous. C'est pas, il y a 8 personnes, il y a 2 chaises, il y a pas de stage, il y a pas de micro. C'est n'importe quoi comme spectacle, mais Joe Guérin est là, ça veut dire que ça va être drôle parce qu'il rit du fait que c'est mauvais. C'est lui, il est capable de rire dans toutes les circonstances. Jamais, il n'y a pas d'orgueil, ce gars-là. Il est pas capable de prendre personnel ou d'être fâché qu'une blague n'ait pas marché. Puis je pense que c'est le secret de son succès. Puis l'autre, c'est qui? C'était Arnaud Soli. C'est Arnaud, c'est une bébite, là. Arnaud, il a du courage en tabarnak, là, pour faire ce qu'il fait. Il se met extrêmement en danger, il se met à vif. Puis il a un cerveau fascinant, je le trouve extrêmement intelligent, Arnaud. Depuis la pandémie, il fait tellement de vidéos. Moi, il m'a tenu en haleine là, parce que dans ses lives où il dessine des gens, là, où il imite. Il y a des concepts extraordinaires, ce gars-là, puis il me fait énormément rire. Ouais. Puis c'est un gars vraiment gentil aussi. Pour ceux qui se demandaient, là, tu sais, des fois, les gens vraiment talentueux, on se dit, ça doit être une personne de merde dans la vie pour être comme ça. Des fois, c'est la fausse idée qu'on a, mais lui, il a tout pour lui. Il est gentil, il est généreux, il est intelligent. C'est un bon ami, c'est un gars plein d'empathie. Puis en plus, il fait rire tout le monde. Il y a pas de... Ça fait chier un peu. Il y a pas de défaut, ce gars-là. Ce que j'ai entendu dans beaucoup de podcasts, c'est que c'est une machine en impro aussi. Oui. Ah oui. C'est une légende, Arnaud Soli. Moi, j'ai fait le cégep juste après lui. J'étais la génération après sa génération. Puis l'Arnaud Soli, c'était... Les gens, ils disaient Soli. Puis on comprenait. Tu sais, à quel point, quand on dit juste un mot, on sait de qui on parle, la légende Soli, là, comme Céline Dion, on dit juste Céline, puis tu sais que je parle de Céline Dion. C'est quand même cool, hein? Tout dernier choix, je vais enfin te proposer des Américains entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Mais uniquement au niveau des textes, parce que si tu prends la vie personnelle, clairement, ça va être plus facile. Ouais, c'est ça. Moi, Louis C.K., j'ai été en amour avec lui longtemps. C'est pour ça que ça m'a brisé le cœur. C'est comme s'il m'avait trompé quand j'ai appris ça. J'ai comme non! Il est brillant. Ce qu'il fait comme humour. La série Louis, je sais pas si tu l'as écouté, là. Oui.
c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Je veux la revoir d'ailleurs, là. Je vais aller la réécouter. Mais est-ce que t'arrives à réécouter du Louis C.K. sans avoir ça un peu en fond de ta tête? Moi, j'ai un peu de mal, j'avoue. J'ai un peu de mal, mais j'ai écouté son dernier show en me disant ouais, je vais lui donner une chance, je vais voir qu'est-ce qu'il y a, puis je pense que c'est un des seuls, je pense que c'est le seul que malgré moi, parce que j'ai peut-être une partie pris parce que je l'ai tellement aimé longtemps, je l'aime encore, j'ai du mal à arrêter de l'aimer, c'est comme pas le syndrome de Stockholm, mais je l'ai pardonné plus vite que tous les autres. Je l'ai pardonné alors que j'aurais peut-être pas dû dans ma tête à moi, mais c'est pas moi la victime, puis c'est pas moi mais reste que son œuvre. On dirait que c'est le seul exemple pour moi. J'ai arrêté de Woody Allen, j'ai arrêté d'écouter ça, j'ai décroché, mais Louis C.K., j'ai pas été capable, puis j'ai ri fort à son dernier show. Il parle vraiment des choses qui viennent me chercher, puis c'est ça, je l'ai pardonné. On dirait que il est assez conscient pour revenir de ça. Je veux encore d'autres matériels humoristiques de lui. Je serais contente qu'il fasse d'autres choses, tu sais. Ouais, je comprends. Je ris et à chaque rire, limite, pourquoi tant pis, c'est trop bon. Pour moi, c'est le meilleur. Ouais, moi aussi, des fois, je repense à ses blagues, puis je souris toute seule, juste à repenser à ses blagues. Les humoristes, je sais pas toi, j'ai tendance dans plein de conversations à dire, mais c'est comme dit un tel humoriste par rapport à ça, et je le dis tout le temps, c'est ça ou Friends. Moi, c'est les deux références. Ouais, comme l'épisode où Rachel fait ça. Ouais, moi aussi. Toute dernière question que j'aime poser, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre en invité comme toi dans un épisode prochain? Bonne question. Attends, mais j'ai pas vu tous ceux que t'as reçus. T'en as reçu quand même beaucoup, là. T'es la 22e. Qui j'aimerais que tu reçois? Ok, ben d'abord, je vais te demander en retour, t'as reçu beaucoup d'hommes blancs ou t'as quand même reçu des femmes? T'as quand même reçu des femmes puis des minorités visibles? J'ai reçu moins de femmes. C'était la 6e, je crois, sur 20. Ah, ça pourrait être intéressant d'avoir Catherine Etier. Elle est plus chroniqueuse. Je sais pas si tu la connais. Et c'est avec Guillaume Wagner qui l'a recommandé aussi. Ouais. Joe Cormier. Oh, tu vas avoir du plaisir avec Jonathan Cormier. Qui me fait mourir de rire? Il y en a tellement. Adil, tu l'as reçu. Alexandre Forêt. Lui, c'est un geek. OK. Ouais. Ça Il va. va avoir tellement de choses à dire, là. Ah ben je prends note. T'auras pas de silence. Ça marche. Ben je prends note de tout ça. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ben grand plaisir, mais merci d'avoir accepté de faire le podcast. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes mes questions. Ben, j'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions, puis je t'encourage sincèrement à essayer l'école de l'humour. Je te jure que tu vas être pris, tu vas avoir du fun, tu vas te démarquer. Je suis sûre que ça va bien aller. Puis en plus, tu vas découvrir le Québec. T'es déjà venu? Je suis venu 2 fois déjà. J'ai adoré ça. Mais je suis en amour avec le Québec depuis l'impro. Oh! J'ai fait des matchs d'impro avec des Québécois. Même ceux qui étaient très bons regardaient les Québécois avec admiration parce que c'est dans les gènes, je sais pas, il y a quelque chose. J'ai trouvé tellement bon et après j'ai découvert les humoristes et depuis moi c'est mes préférés. En humour de loin. J'écoute plus des Québécois que d'Américains, que de Français, que de tout, quoi. Wow! Mais je te dirais, j'entends pas souvent ça de la part des Belges ou des Européens. C'est que ça fait du bien à entendre, c'est cool. Une fois que t'es habitué, les seuls que j'ai du mal encore à comprendre, c'est les Denis Drolet. Je comprends. C'est juste niveau compréhension, j'arrive pas. C'est le niveau qui me manque encore. De langage, ouais, c'est très, 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 très québécois, ouais. Mais donc ça, il faudrait que j'aille au Québec pour améliorer encore ça un petit peu. Ben déjà que t'es curieux puis tu t'intéresses, tu sais, des fois c'est ça, il suffit d'aller demander qu'est-ce que ça veut dire ça, puis tu l'apprends. T'es prof de langue en plus, ça doit vraiment t'intéresser. Oui, bah oui, vraiment. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais les Québécois, pour le moment, à chaque fois que je propose, tout le monde me dit oui, ou en tout cas tout le monde me répond s'ils sont disponibles, donc ça fait vraiment plaisir. Merci. Ça fait plaisir, j'adore ça parler d'humour. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.